Voici la correction de quelques exercices relatifs aux capteurs et détecteurs. Alors pour commencer, un petit exercice sur un détecteur de niveau utilisant des capteurs inductifs, des détecteurs inductifs. La première question, justifier l'utilisation de détecteurs inductifs dans cette application. On a affaire à un détecteur qui comporte un contrepoids métallique, c'est précisé. Et donc dans ce cas-là, pour détecter la position du contrepoids, il est bien plus simple de faire appel à un capteur inductif qui permettra une détection sans aucun contact. Un autre aspect, c'est que pour des questions de guidage, la plupart du temps, le contrepoids est enfermé dans un tube, ce qui permet de le guider beaucoup plus facilement, d'éviter qu'il ne touche d'autres obstacles. Et donc, il ne peut pas y avoir de contact entre le contrepoids et le moyen de détection. Alors ensuite, la deuxième question, c'est établir un tableau donnant l'état des différents détecteurs en fonction du niveau dans la bâche. Alors bien évidemment, la détection ne peut se faire que si le contrepoids se situe en face d'un détecteur. Il y a donc trois situations qui vont conduire à une détection. Lorsque le détecteur se situe tout en bas, en face du détecteur du milieu et en face du détecteur supérieur. Alors bien évidemment, si le contrepoids se situe en bas, cela signifie que le flotteur est en haut, donc qu'on détecte un niveau haut dans la bâche. Lorsque le flotteur est sur le capteur LSH 202, eh bien on se situe à un niveau légèrement inférieur au précédent. Et enfin, lorsque le détecteur lorsque le contrepoids est en face du détecteur dit de niveau bas, c'est que le flotteur se situe tout en bas du réservoir, et donc on détecte un niveau le plus bas. Donc ça veut dire que dans chaque situation de détection, il y a un détecteur qui est actif et les autres sont inactifs. Donc voici les trois combinaisons qui peuvent se présenter avec un état, un seul capteur actif et les deux autres inactifs. Alors ce qui permet tout de suite de répondre à la question suivante, quel est l'inconvénient de ce type de capteur de niveau? Eh bien, si aucun détecteur n'est actionné, comme c'est le cas dans l'image qui représente le capteur ici, eh bien, on est absolument incapable de savoir quel est le niveau réel dans le réservoir. En effet, la situation aucun capteur actionné, eh bien, elle peut se faire dans le cas de n'importe quelle position du flotteur, par exemple entre ce niveau-là et celui-ci, entre le niveau haut et le niveau très haut également. Donc il y a tout un tas de situations dans lesquelles on ne saura pas où se situe le niveau de liquide dans la bâche. Alors pour cet exercice, on a un capteur de pression qui permet de disposer d'un courant 4-20 mA en fonction de la pression mesurée. Et ce signal est traité numériquement sous la forme d'un octet, un mot de 8 bits. Alors la première question, c'est déterminer l'intensité qui correspond à une pression de 0,5 bar. Alors il n'y a pas besoin de calcul pour faire ça, il suffit de constater que l'étendue de mesure du capteur
eh bien c'est 1 bar. À cette étendue de mesure du capteur correspond une étendue d'intensité de 16 mA, 20 moins 4 mA. Donc ici on recherche à quelle intensité correspond la moitié de l'étendue de mesure. Eh bien, la moitié de l'étendue de mesure, c'est la moitié de l'étendue du signal intensité, c'est-à-dire ici 12 mA. Alors en effet, la variation d'intensité, elle est de 16 mA. Donc il faut qu'on cherche la valeur intermédiaire qui permet de séparer en deux cette variation. Donc bien évidemment, c'est celle dans laquelle on a 8 mA de part et d'autre, ce qui correspond donc à une intensité de 12 mA. Calculer la variation de pression qui engendre une variation de 1 mA. Alors encore une fois, c'est une question qui se résout un peu de la même manière. Ici, on a une variation de 16 mA, à laquelle correspond une variation de 1 bar. Et nous, on cherche à quelle variation de pression correspond une variation de 1 mA. 1 mA, c'est 1/16e de la variation totale. Donc ça veut dire que la variation en bar va correspondre à 1/16e de l'amplitude et 1/16e de bar. Ça fait 0,0625 bars. Question numéro 10. Le signal 420 mA est traité numériquement et l'on obtient un mot de 8 bits. Donnez le mot binaire correspondant à une hauteur de 1 bar. Alors là encore c'est très simple. Donc le mot binaire va varier entre une valeur qui va être la plus petite représentation qu'on peut juste faire d'un nombre sur 8 bits, c'est-à-dire 8 zéros. Et la plus grande représentation qu'on puisse faire sur 8 bits, c'est-à-dire 8 fois le chiffre 1. Donc 1 bar va être représenté par ce nombre-là en binaire. Et pour rappel, en décimale, ça donne donc 0, ici, et ici ça donne 255. Exercice suivant, un débitmètre à palette. Donc un débitmètre à palette, c'est un débitmètre dans lequel on a un contact, généralement optique, qui détecte le passage des ailettes et qui permet de délivrer des impulsions selon la quantité de liquide ou de gaz qui va traverser le capteur. Alors ici, on a un capteur qui délivre 500 impulsions pour 1 litre. Alors la première question, c'est de calculer le débit de fluide si la fréquence du signal est de 200 Hz, c'est-à-dire 200 impulsions par seconde. Le décodage est particulièrement important. Alors ce que l'on sait, c'est que 500 impulsions correspondent à 1 litre.
Donc ici, 200 impulsions, 200 divisé par 500, eh bien ça donne 0,4 litres. Donc ça veut dire que si on obtient 200 impulsions par seconde, le débit du fluide va être de 0,4 litres par seconde. Calculer le nombre d'impulsions délivrées par le débitmètre pour remplir une citerne de 4000 litres. Alors, on sait qu'une impulsion, que 500 impulsions correspondent à 1 litre. Donc pour remplir 4000 litres, on aura 4000 fois plus d'impulsions, donc 4000 fois 500. Ce qui fait 2 millions d'impulsions. Enfin, le calcul du remplissage du temps de remplissage de la citerne. Pour un débit de 0,4 litres par seconde, on a 4000 litres à remplir avec un débit de 0,4 litres par seconde, ce qui fait 10 000 secondes. Et si on calcule 10 000 secondes, ça fait environ 2h46. Exercice suivant, une sonde de température PTSA. Alors le début de l'exercice est très classique. On souhaite calculer une valeur de courant correspondant à une certaine température, puis une valeur de température correspondant à un certain courant. Donc là, la méthode va consister à mettre en équation la relation entre la sonde et l'intensité fournie, et à résoudre le système. Donc ici, on va écrire une expression qui va donner la valeur de l'intensité en fonction de la température. Avec les deux points connus. Pour une intensité de 4 mA, la température est de moins 40 degrés. Pour une intensité de 20 mA, la température est de plus 80 degrés. On obtient un système de deux équations à deux inconnues, alors qui se résout très facilement comme d'habitude. Je vais passer certaines étapes, mais donc par soustraction, on obtient 16 égale 120A, ce qui donne la valeur de A. Je laisse la valeur précise, 2/15. Et en substituant la valeur de A dans la première expression par exemple, on obtient B égale 4 plus 40A. Ce qui donne B égale 28 tiers. Avec connaissant les valeurs de A et B, on va pouvoir calculer facilement la valeur d'intensité qui correspond à une température de moins 4 degrés.
on trouve 8,6 mA. Pour la deuxième partie, eh bien, on peut tout simplement transformer l'expression de façon à calculer t. Alors ça se fait très facilement, hein, partant de cette expression-là. On va écrire, je le décompose, i moins b égale a t. Et donc, i moins b sur a égale t. Donc cette fois-ci, connaissant i égale 16,4 mA, on calcule la température 53 degrés. Dans la dernière partie de l'exercice, on demande de calculer la résistance de la sonde pour deux températures, plus 40 et plus 80 degrés, sachant qu'on nous fournit une relation qui donne le calcul de la résistance. Donc ici, il s'agit d'une simple application numérique en prenant en considération les valeurs de A, de B et de R0. Alors en effet, on peut écrire directement que RT, la résistance à T degrés, c'est égal à R0, facteur de 1, plus AT plus BT carré. Donc il suffit de faire l'application numérique pour deux valeurs de T, plus 40 et plus 80 degrés, avec les valeurs respectives des différentes constantes. Donc ici, on va trouver pour 40 degrés une résistance de 115,5 ohms. Et pour 80 degrés, une résistance de 130,9 ohms. Et ceci termine les exercices consacrés aux capteurs et détecteurs.